Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, jeudi 2 septembre 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Cette brève pour débuter ce journal et c'est pour parler du sport. Première sortie, première défaite du Niger dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. En effet, le MENA national a perdu 0-2 cet après-midi face aux étalons du Burkina Faso au stade de Marrakech au Maroc. Du courage donc au MENA national. Cela dit, après environ 4 ans, les motos ont commencé finalement à circuler dans la région de Tillabéri depuis hier, 1er septembre 2021, sur décision des autorités. Une reprise saluée par la population qui retrouve ainsi le petit souffle. Reportage Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. L'insécurité résiduelle à Tillabéri a conduit le gouvernement à décréter l'état d'urgence avec des mesures restrictives dans la région. Mais depuis le 1er septembre 2021, les résidents de la localité peuvent circuler librement en moto dans la région. Une joie immense pour les réparateurs de motos et les conducteurs. C'est la joie pour nous, car le président de la République a honoré son engagement. Dieu merci, car nous avons repris nos activités de réparation de motos. J'ai déjà réparé 7. Nos activités ont été bloquées suite à cette interdiction de circulation en moto. Même pour rendre visite à nos proches à une distance éloignée ou même aller au champ. Bref, c'était le calvaire. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un ouf de soulagement. Pour circuler en moto, le conducteur doit disposer d'une fiche sur laquelle se trouvent les informations du propriétaire et de sa moto, signée par le maire de la localité. On a commencé à remplir les fiches depuis le vendredi. Le lundi, on a continué. Ceux qui ont les motos sont venus prendre leurs fiches. Mais je ne vois pas qu'est-ce qui empêche la personne qui a rempli sa fiche de ne pas circuler librement. Tout celui qui a rempli sa fiche, il a le droit de circuler librement. La fiche comporte le nom, le prénom, le domicile de la personne, le numéro de châssis, la couleur de la moto avec une photo, la signature du maire et des timbres. Il faut respecter les horaires de circulation. Il faut se munir d'une fiche qu'on traite ici, une fiche sur laquelle il y a toutes les informations. Si d'autres mairies taxent les conducteurs de moto, par contre, ce n'est pas le cas de Karma. On fait ça gratuitement, on n'a pas fixé des prix. Nous, c'est la timbre qu'il faut acheter. Et puis c'est fini. Et 3 photos, ça aussi, on a amené un photographe à la mairie qui fait ça en 3 minutes. Et ça, c'est celui qui paye. Donc nous, on n'a pas pris de frais sur la délivrance des fiches. Ces responsables administratifs demandent aux conducteurs de moto de respecter les horaires de circulation prévus, mais aussi d'être prudents afin d'éviter les accidents de circulation. Une épidémie du choléra sévit au Niger depuis quelques temps. Presque toutes les régions du Niger sont touchées. Au total, plus de 2000 cas enregistrés avec malheureusement plus de 80 décès. Pour limiter la propagation de cette maladie, les autorités en charge de la santé publique au Niger appellent la population à mettre l'accent sur l'hygiène corporelle et alimentaire. Réaction de quelques citoyens que je propose de suivre. J'entends parler de ça à la télé, mais je n'ai jamais vu un cas comme ça. Nous, c'est sur le côté hygiène. Donc, on se lave les mains avant de manger. Et c'est tout éviter de faire des eaux qui stagnantes là, devant les portes là. C'est ce qui amène ça. Voilà. Et de veiller sur l'hygiène alimentaire d'abord, pour commencer. Et maintenant, quand vous allez payer les trucs, il faut les laver, bien les laver et puis avant de les consommer. À travers les médias et puis en plus je suis infirmière, donc à l'hôpital aussi on a eu des cas. Surtout c'est la propriété, le lavage des mains surtout, l'hygiène. Même maintenant on est en train de sensibiliser la population, il y a les relais qui font porte à porte pour sensibiliser les femmes, surtout sur l'hygiène. J'appelle à toute la population, surtout l'hygiène,
de fermer les nourritures, de bien fermer, surtout la viande, de ne pas acheter les viandes qui sont à couvert de mouches. Donc l'hygiène, surtout l'hygiène et puis le lavage des mains. Parce que ko ina na kake kana ji labarin shi ko ina ko dugari da kate kana ji labarin shi don kuma da muka ji nan muna kula da abubuwa da sun ka gai wai gaskiya na kolera muna kula da su parce que cette maladie existe parce que nous entendons parler partout. C'est pourquoi nous faisons attention. Nous veillons à l'hygiène sur tous les plans. Nous lavons nos mains et nous gardons nos espaces propres. ta kwano nan da ana ci abinci mutum ya tashi da sai mace ya tashi da sai sai wanke shi duk wani abubuwan nan muna yi shi da saful da sun ka gai mu kuma saful nan muna zai sai muna ba su suna yi da aiki. Direction d'IFA à présent où les rideaux sont tombés le mardi dernier sur la campagne de plaidoyer sur les enjeux de l'actualisation du cadre juridique national protégeant les femmes et les filles de violences dans le cadre de la mise en œuvre du programme Spotlight au Niger. À l'issue de leurs travaux, les participants ont adopté une déclaration dite déclaration de DIFA. S'il vous plaît. Après 2 jours marqués par d'échanges fructueux, les 30 et 31 août 2021, l'étape de DIFA de la campagne de plaidoyer conduite par le médiateur de la République dans les différentes régions du Niger, relativement aux enjeux de l'actualisation du cadre juridique protégeant les femmes et les filles des violences, a pris fin sur d'importantes recommandations formulées par les participants. Pour rappel, cette campagne financée par le PNUD entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme Spotlight, initiative conjointe de l'Union européenne et du système des Nations Unies. À l'issue des travaux, les participants formulent les recommandations ci-après. À l'endroit du Parlement et du gouvernement. 1. Élaborer une loi spécifique en ce qui concerne tous les cas de violence basés sur les genres. 2. Réviser la loi sur l'organisation judiciaire du Niger dans le sens de la création d'une juridiction spécialisée en matière de VBG pour une meilleure prise en charge de ces violences par les juridictions. Car au niveau des unités d'enquête de la police et de la gendarmerie, il existe déjà des services spécialisés dans ce sens. 3. Proposer une loi portant sur le statut de la femme répudiée. 4. Élaborer une loi en vue de protéger la jeune fille contre le mariage précoce et ou forcé. 5. Réviser le code pénal dans le sens de la suppression de l'alinéa 2 de l'article 258 du code pénal. Et c'est sur une note d'espoir que le représentant du gouverneur de la région de DIFA a clos les assises de cette étape. J'ose espérer que les recommandations que nous avons formulées vont trouver un terrain de mise en œuvre au niveau du médiateur. Je suis convaincu qu'il y aura une mise en œuvre de la plupart de toutes ces recommandations, surtout la recommandation qui a demandé le recrutement d'une avocate en bonne et due forme compétente pour défendre désormais les différents cas de violence faites aux femmes. Donc toutes les femmes, je ne dis pas de la région de DIFA seulement, même de tout le Niger, vont avoir son contact. En cas de violence, ils la saisissent. Elle sera permanente. Vraiment, chers participants, je suis très satisfait de votre présence ici parce que cela veut dire que, honorable le chef traditionnel, vous êtes maintenant informés, vous êtes expérimentés, vous avez eu l'essentiel de tous les textes régionaux et internationaux signés par le Niger, de mise en œuvre pour combattre les injustices. C'est donc sur une véritable note de satisfaction qu'ont pris fin les travaux de cette étape de DIFA de la campagne de plaidoyer sur les enjeux de l'actualisation du cadre juridique national, protégeant les femmes et les filles des violences.
Retour ici à Niamey, c'est pour parler de la Confédération nigérienne du travail, CNT, qui a rendu public ce matin une déclaration qui marque ainsi la rentrée syndicale de la dite centrale. Dans cette déclaration, la CNT a brossé la situation sociopolitique et économique, notamment et sécuritaire du moins du Niger. Le résumé avec Nafisa Zakou et Aboubakar Soli. La présente déclaration marque la rentrée solennelle syndicale de la Confédération nigérienne du travail CNT. Elle vise entre autres à examiner la situation sociopolitique, économique et sécuritaire du pays. De la situation sociale, le président de la République a reçu le 5 mai dernier les organisations syndicales représentatives. Pour la CNT, qui souhaite la régularité des consultations pour les intérêts supérieurs de la nation, cette démarche est à saluer et à encourager. Cependant, la CNT attend toujours la mise en œuvre des accords signés et l'ouverture des négociations entre le gouvernement et l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN. La CNT constate malheureusement la recrudescence des attaques terroristes meurtrières ciblant cette fois-ci au-delà des vaillantes forces de défense et de sécurité des populations civiles déjà très vulnérables du fait de la précarité de cette situation sécuritaire et des changements climatiques. Du reste, le Ben confédéral de la CNT est profondément préoccupé par la situation de nombreux travailleurs et travailleuses innocents dans les zones affectées. Dans le domaine de l'éducation, mention spéciale au président de la République qui, il faut le rappeler, enseignant de formation, a pris à bras le corps les difficultés de ce secteur pour que l'école nigérienne retrouve ses lettres de noblesse pour une éducation de qualité au Niger. Quant à la situation politique, la CNT salue le climat de décrispation et encourage par la même occasion le président de la République dans la lutte contre la corruption et la délinquance financière. De la situation politique, la CNT salue le climat de décrispation sur le plan politique. Cela nous permettra de regarder dans la même direction et nous engager résolument dans l'œuvre de développement économique et social du Niger pour faire du Niger un pays émergent. Le Ben confédéral de la CNT attire l'attention des acteurs politiques sur la fragilité du contexte socio-économique et politique nigérien et les appelle à un dialogue responsable. De la gouvernance économique et financière, la CNT prend acte des engagements du président de la République lors de sa prestation de serment le 2 avril 2021. La CNT l'encourage à déclencher inexorablement et sans faiblesse les mécanismes d'assainissement des finances publiques et de la fonction publique et asseoir une gouvernance axée sur la transparence, l'inclusion, la responsabilité et l'imputabilité. En ce qui concerne la lutte contre la corruption toujours et la délinquance financière, la CNT encourage le président de la République à ne ménager aucun effort pour traquer et mettre à la disposition de la justice tous ceux qui seraient rendus coupables de tels actes. Enfin, le Ben CNT rassure les travailleurs et l'opinion nationale qu'il veillera à ce que les engagements pris par les autorités publiques soient respectés. Merci Nafisa Zakou. Et nous recevons sur ce plateau Mme Florence Fatouma Afanybo. Elle est la directrice du recrutement des étudiants et des admissions au niveau de l'université EDU. Bonsoir. Bonsoir, M. Hassan. Merci de votre présence sur ce plateau, certainement pour nous parler de votre établissement. Tout à fait. Présentez-nous EDU. Je vous remercie. Donc, je vous remercie de nous accueillir. Donc, EDU est une université privée qui a été créée il y a un peu plus de 4 ans par des diplômés de Harvard, et de MIT et de Stanford, nigériens et américains. Oui, donc EDU, une université actuellement qui reçoit beaucoup d'étudiants nigériens, et certainement ceux de l'étranger.
quelle est véritablement la mission de cette université et quelle est votre vision? Tout à fait. Alors, donc, EDU a pour vision et pour mission de créer, de former les jeunes les plus talentueux du Niger et de l'Afrique à devenir la prochaine génération de leaders éthiques. Et nous espérons, nous ambitionnons que les diplômés de notre université, au sortir de notre université, soient capables de mener à bien une carrière dans les domaines publics, privés et aussi dans le domaine de l'humanitaire ou des organisations à but non lucratif, en étant éthiques, en étant des leaders éthiques dans l'excellence, avec innovation, tout ça pour pouvoir changer le paradigme au Niger, dans le Sahel et en Afrique. Oui, on voit EDU a été créé dans un monde aussi ici au Niger, dans un domaine un peu aussi libéralisé, celui de l'enseignement supérieur. Et quelle est la valeur ajoutée de votre système éducatif? Alors déjà, nous proposons en fait un enseignement dans le cadre des arts libéraux. En fait. Donc c'est-à-dire qu'ici, on est positionné où l'étudiant et l'enseignant apprennent l'un de l'autre. Donc ensuite, c'est un enseignement à l'américaine. On pousse vraiment l'étudiant à aller à se connaître lui-même, à prendre confiance en lui, et on lui propose en termes d'activités et aussi en termes d'enseignement, des enseignements pratiques, et on propose surtout les soft skills. On permet aux étudiants, on accompagne les étudiants pour qu'ils développent ce qu'on appelle les soft skills, donc entre autres l'apprentissage d'une langue. Notre établissement est bilingue, français et anglais. Donc au sortir de leur cursus, nos étudiants, nos young leaders seront bilingues. Ensuite, on les intéresse aussi aux nouvelles technologies. On les intéresse aussi à tout ce qui va toucher à la créativité, à être autonome, à être capable de parler en public. Donc toutes ces compétences-là qui sont aujourd'hui recherchées et sur le marché du travail. Oui, donc madame, parlez-nous maintenant de quels sont les différents diplômes délivrés au terme des études de votre université. Alors nous proposons le bachelor en business administration avec 4 spécialités qui sont le droit, la comptabilité, la gestion des projets et la gestion des systèmes d'information. Et le deuxième bachelor, c'est un bachelor en sciences sur l'intelligence artificielle. Et il faut noter que tous nos diplômes sont reconnus par l'État du Niger et le CAMES est en cours. Et la deuxième option, c'est que nos diplômes notre cursus, notre curriculum est travaillé en partenariat avec les meilleures universités du monde, dont entre autres Harvard, et ce qui donne une ouverture pour nos étudiants à la fin de leur cursus de pouvoir aller continuer leurs études soit aux États-Unis, soit au Canada. Donc, parlez-nous à présent des filières. Quelles sont les différentes filières enseignées dans cette université EDU? Donc, les filières, je viens de le dire, c'est le management, c'est les spécialités en fait. Donc, on a le management des systèmes d'information, la gestion des systèmes d'information. On a la gestion des projets, donc le management, project management. On a le droit et la comptabilité. Et pour l'intelligence artificielle, les personnes qui vont intégrer ce bachelor, cette licence, vont pouvoir étudier la programmation, l'informatique, la sécurité sur les systèmes réseau et les mathématiques et tant d'autres choses. Donc, parlez-nous un peu maintenant du cadre de travail et d'études des infrastructures. Dans quelles conditions les étudiants étudient là-bas à EDU? Alors, nous avons un campus, en 2019, EDU a emménagé dans un nouveau campus qui est plus moderne. Donc, nos étudiants ont des salles de classe modernes avec la possibilité de faire des cours en ligne. C'est-à-dire que le professeur, qu'il soit de Harvard ou de MIT, en tout cas, il peut être à distance, il peut être aux États-Unis, il peut être au Canada, il peut être au Ghana, il peut être au Rwanda. En tout cas, avec les partenariats qu'on a pu nouer, il va dispenser une matière spécifique. Et les étudiants sont en salle, c'est ce qu'on appelle le blended learning, c'est-à-dire l'enseignement en virtuel et en présentiel. Donc les étudiants sont en salle, ils suivent le cours du professeur et ils sont accompagnés d'un ce qu'on appelait un faculty associate ou d'un enseignant assistant qui lui va les aider après le cours ou bien quand il y a des soucis de compréhension au niveau de la langue, parce que comme je vous l'ai dit, une partie de nos enseignements sont dispensés en anglais. Donc lui, il va accompagner les étudiants pendant leur cours pour pouvoir suivre leurs cours et bien comprendre. On a également ce qu'on va appeler l'incubateur d'université, le e-lab,
qui va pousser les étudiants à aller dans le domaine de l'entrepreneuriat. Vous savez qu'on a beaucoup d'étudiants qui arrivent, qui ont des idées, qui ont des projets, mais peut-être qui n'osent pas ou qui n'ont pas les structures adaptées pour les accompagner dans ce sens. Donc au niveau de ADU, on propose un e-lab, ce qui fait qu'une partie de nos étudiants, en tout cas la majorité de nos étudiants entrepreneurs, à l'issue de leur cursus, obtiennent un diplôme, mais aussi ils vont créer leur entreprise. Donc nous avons des étudiants à la fin de leur cursus avec 0 chômage. Vous parlez des étudiants, vous n'avez pas parlé du corps professoral. Vous avez un staff un peu bien garni? Tout à fait. Donc nous avons des professeurs qui viennent actuellement parmi notre corps professoral. Nous avons des professeurs qui viennent du Ghana, qui viennent du Nigeria, qui viennent de la Sierra Leone. Bien sûr, nous avons des Nigériens et qui sont vraiment experts dans leur domaine et qui ont tous un background assez fourni. Où se situe EDU ici à Niamey, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'emplacement? Donc EDU est situé à la francophonie, donc sur le boulevard Tanimoun, et on est dans le même alignement que le CIPMEN. Donc, Madame Florence, peut-être pour finir avec vous, quel est votre message à l'endroit de la population, des étudiants, des parents et du corps professoral? Alors, je voudrais leur dire que EDU est une alternative aux études à l'étranger. Nous savons aujourd'hui, avec la situation sanitaire et ce qui se passe dans le monde, c'est pas forcément sécure d'envoyer son enfant étudier à l'étranger. EDU est une alternative parce que cette année, nous avons la chance d'avoir comme chancelière Madame Michèle Jean, qui est ancienne gouverneure du Canada et ancienne secrétaire générale de la francophonie et qui donc, en tant que chancelière de EDU, s'est engagée à nouer les meilleurs partenariats avec les meilleures universités du Canada. Autre point, c'est que en étudiant à EDU, c'est des opportunités. EDU, c'est vraiment un lieu d'opportunité. Pour preuve, nous avons 2 de nos étudiants qui viennent de finir leur cursus. Ils sont aujourd'hui en train d'avoir une formation aux États-Unis et qu'ils ont pu obtenir grâce à leurs études, à leurs efforts au niveau de EDU, parce qu'aussi on a mis en place un parcours, des partenariats pour qu'ils puissent vraiment avoir les compétences et les capacités pour obtenir et bénéficier des bourses d'études d'échange telles que celles qu'ils ont obtenues, entre autres la bourse Fulbright. Et dernier mot, je vais juste reprendre les mots de notre chancelière. Vraiment, rejoignez-nous, c'est une formidable aventure. Merci Madame Florence Fatouma Afango. Je rappelle que vous êtes la directrice du recrutement des étudiants et des admissions au niveau de l'université EDU. Merci d'avoir accepté donc cet entretien pour éclairer un peu sur ce que vous êtes en train de faire. Du courage et bonne chance. Merci beaucoup. Restez avec nous pour suivre la suite de cette édition. Le panier de la ménagère, et donc c'est pour aller dans les marchés directement pour parler du panier des ménagères. Notre reporter Nafisa Yahaya est allé constater l'évolution des prix des produits, notamment les produits de première nécessité, dont leurs prix connaissent depuis quelques jours des hausses. C'est un reportage signé Nafisa Yahaya sur les images de Nasser Sedou. Sur le marché à Niamey, les produits de première nécessité connaissent depuis quelques jours une hausse de prix à l'image de l'huile, la viande, les céréales et même l'igname. Selon ces revendeurs, cette augmentation de prix s'explique par le fait que ces produits proviennent pour la plupart des pays voisins. Je vends du mil, de la farine, de l'huile et plusieurs produits. L'huile et la farine sont les produits qui ont le plus augmenté de prix. Cette augmentation de prix est due à une indisponibilité des produits. L'igname provient du Ghana, du Nigeria et du Bénin. C'est pourquoi c'est trop cher. Il y a aussi les taxes douanières. Une situation qui déplore les consommateurs qui demandent même à l'État de revoir les taxes douanières. Le prix de la viande pour le moment ça a augmenté. J'ai acheté 2 kilos. J'ai acheté ça à 2300. Mais maintenant ça a augmenté.
Ça atteint jusqu'à 2500. Peut-être c'est les animaux qui ont augmenté le prix ou quoi. J'ai acheté le demi-sac de mil à 10 000 francs. C'est cher. Nous souhaitons que l'État allège les taxes douanières aux commerçants. Cette hausse de prix des produits de première nécessité sur le marché ne représente-t-elle pas une menace pour le panier de la ménagère? Intéressons-nous à présent à l'utilisation des paquets vidés de ciment ou du lait par les bouchers et certains vendeurs de beignets, notamment ici à Niamey. Donc le nutritionniste que vous allez voir dans le reportage qui va suivre appelle les consommateurs à plus de prudence relativement à l'utilisation des paquets du ciment dont les résidus pourraient provoquer des troubles gastriques. C'est un reportage signé notre stagiaire Priska Donsou et Nasser Sedou. L'utilisation après usage du contenu des paquets du ciment et du lait en poudre est visible chez certains vendeurs. Ils emballent des beignets et autres friandises. Cette utilisation est beaucoup plus remarquée chez les bouchers et cela malgré l'existence de plusieurs types d'emballages. Moi, j'utilise des bons papiers pour emballer ma marchandise. À l'exemple du papier du lait ou avec du papier dans lequel on n'a jamais mis du ciment. Je fais le choix de ces papiers car j'estime qu'ils ne présentent pas de risque aux clients. Moi, j'utilise les papiers de lait uniquement. Je n'utilise pas ceux du ciment. Une sensibilisation s'impose au risque de santé qu'encourent les usagers de ces paquets. Le risque est double parce que tout simplement l'utilisation de papier ciment fait en sorte que les résidus chimiques issus du ciment vont se retrouver dans l'aliment. Et ces résidus chimiques peuvent entraîner des troubles divers parce que vous avez différents types de substances chimiques, différents types de métaux, n'est-ce pas, qui sont contenus dans ces papiers ciment. Même si c'est des petites quantités, il faut savoir que malheureusement, ce sont des petites quantités qui peuvent s'agglomérer. Ce sont des petites quantités qui, au fil du temps, vont se retrouver en grande quantité au niveau de l'organisme. Et l'utilisation des papiers ciment, naturellement, est à déconseiller parce que cela peut entraîner des risques, cela peut être favorable notamment à plusieurs pathologies, notamment quand vous prenez l'utilisation de ces papiers ciment-là à long terme, cela peut favoriser des maladies, notamment les maladies cancéreuses. Cela, lorsqu'on utilise le papier ciment sur une longue période, même sur une courte période, cela peut favoriser des troubles digestifs. Donc, il y a des emballages qui sont destinés à l'alimentation, mais l'emballage, le papier ciment utilisé comme emballage, c'est vraiment un risque énorme pour la santé et qu'il faudrait absolument éviter. Il faudrait également que les autorités puissent avoir un œil sur l'utilisation du papier ciment parce que c'est quand même un risque qu'on fait courir aux consommateurs compte tenu des pathologies, des maladies qui peuvent apparaître à la suite de l'utilisation régulière chronique de ce papier. En lieu et place de ces paquets de ciment et du lait en poudre, des sachets plastiques, il est plus recommandé d'utiliser les sachets et paquets biodégradables pour sauvegarder la santé humaine et celle de l'environnement. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barre. Excellente tenue à toutes et à tous. Au revoir.